guerre, ça n'est pas une fin en soi. Une guerre, ce n'est qu'un moyen pour atteindre un objectif politique. Le problème là, c'est qu'on ne voit pas du tout, enfin l'un des problèmes, pardon, c'est qu'on ne voit pas du tout l'objectif politique. Personne n'est en mesure de dire ce que signifie concrètement éradiquer le Hamas, sachant que tout le monde sait que le Hamas, c'est pas seulement une organisation, c'est aussi une idéologie, une idée, un dispositif institutionnel, etc. Donc ça ne veut rien dire. Tous les gens qui gardent un peu lucidité, qu'ils soient hostiles ou favorables à la politique israélienne, admettent que là, il y a une espèce, un impensé, un trou noir extrêmement inquiétant et qui inquiète d'ailleurs beaucoup les Américains. Mais les Américains restent malgré tout à la remorque d'Israël. Salut tout le monde, bonsoir, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette chronique hebdomadaire avec Monsieur Jacob Cohen. Les amis, partagez, tapotez sur TikTok, n'hésitez pas pour faire monter un petit peu le live. Sur les autres plateformes, comme d'habitude, je vous mets le lien pour pouvoir participer, échanger, et en précisant bien sûr de rester sur la thématique du soir. Et donc, je fais venir Monsieur Cohen. Bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, Monsieur Cohen, donc on va partir ce soir donc, sur Oui. une thématique qu'on a choisie ensemble, du moins vous avez choisi. Et donc, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo qui date du mois de novembre, mais qui est toujours d'actualité, bien sûr, quel est, selon vous, l'objectif d'Israël et est-ce qu'ils arriveront à atteindre leur objectif? Oui, donc en fait, d'abord, on a diabolisé le Hamas. Vous interrogez, enfin, il y a des tas de gens, vous dites le Hamas, c'est comme vous dites, je ne sais pas moi, Hitler ou Staline, enfin bon. Et donc, on a réussi à le diaboliser. Et deuxièmement, on se permet tout au nom de cette lutte contre lui. Or, en fait, Israël n'a pas du tout envie, enfin, n'a pas envie. C'est-à-dire, d'abord, c'est Israël qui a réintroduit le Hamas à Gaza pour faire contrepoids à l'autorité palestinienne et qui a toujours fait attention de ne jamais, de laisser toujours le Hamas avec une certaine quantité d'armement et avec une certaine, comment dire, capacité d'envoyer des fusées, de s'organiser, etc. Vous savez, avec les moyens d'information qu'ils avaient en tout cas jusqu'à il y a quelque temps, les écoutes, les ballons qui surveillent constamment, les différents conflits qu'il y a eu, ils auraient pu vraiment mettre à mal le monde. Et argument décisif, si les Israéliens ne voulaient plus du Hamas à Gaza, mais c'était très simple. Ils demandaient à l'autorité palestinienne d'envoyer 10 000 hommes protégés par les Israéliens et l'autorité palestinienne se serait fait un plaisir d'écraser le Hamas. Donc en fait, le Hamas, Israël a intérêt à ce qu'il y ait d'abord le Hamas d'un côté et l'autorité palestinienne de l'autre qui sont en conflit, qui sont antagoniques. Donc, en fait, pour créer une espèce palestinienne. Donc, en fait, quel est le but, si ce n'est pas de détruire le Hamas ou de l'éradiquer, mais alors quel est le but? Pourquoi ils ont tué? Pourquoi avant, les Israéliens ne s'étaient jamais attaqués à la population civile de cette façon-là? Voilà. Donc, en fait, ils ont. Bon, d'ailleurs, tout porte à croire que ce qui s'est passé le 7 octobre, une bonne partie de ce qui s'est passé, c'était la complicité voulue ou implicite des forces israéliennes. Vous savez, quand on voit les bombardements, les destructions des voitures, des maisons et tout, le Hamas n'avait pas cet armement. Donc, en fait, Israël voulait profiter de ce choc pour et d'ailleurs, dès le début, ils ont dit, on veut nettoyer Gaza. C'est-à-dire, ils voulaient faire un nettoyage ethnique. Donc, envoyer les 2 millions et quelques en Égypte. Au départ, ils l'ont dit d'ailleurs, c'était voulu,
c'était planifié, ils voulaient même utiliser. Pourquoi? D'abord parce que ça permettrait de gagner un territoire où les Israéliens auraient pu installer 1 million de gens, au moins un demi-million. Enfin, parce que ils auraient pu créer 3 ou 4 villes importantes, etc., sur le plan agricole. Et puis surtout, il y a de l'énergie, le gaz, des découvertes de gaz très importantes. Donc en fait, c'est ça le but principal qu'on ne dit pas, enfin en tout cas que les médias taisent. Alors que, vous savez, en début 2023, Israël, l'Égypte et l'autorité palestinienne se sont mis d'accord pour exploiter les gisements de gaz au large de Gaza. Et c'est ce qui explique, enfin, entre autres, ce qui explique les silences de l'Égypte et sa contribution au plan sioniste. Et l'autorité palestinienne n'est pas contre, parce que l'autorité palestinienne, son principal ennemi, c'est quoi? C'est pas Israël, c'est le Hamas, c'est le djihad islamique qui l'empêche de régner en maître sur la Cisjordanie. Et donc, voilà, je voulais clarifier ce point pour ne pas perdre de vue le but essentiel qui est caché maintenant aujourd'hui, mais en fait, en détruisant, il y a eu plein de conflits entre Israël et Gaza ces dernières années. Tous les 2 ou 3 ans, il y avait un conflit qui durait 1 semaine, 10 jours, 2 semaines maximum. Bon. Pourquoi cette hystérie de destruction? Je veux dire, les Israéliens poursuivent un but. Je veux dire, ils ne font pas ça pour. Bon, je veux bien qu'ils n'aiment pas les Palestiniens, qu'ils les détestent, mais enfin, je veux dire, il y a eu des conflits avant, ils ne sont jamais attaqués à toutes les mosquées, à tous les hôpitaux, etc. Donc, en fait, ils avaient un plan ils ont mis à profit l'attaque du 7 octobre pour le mettre en avant, c'est-à-dire pour l'appliquer, c'est-à-dire terroriser les Gazaouis de telle sorte qu'il n'ait plus la possibilité, même, moi j'avais dit qu'il y aura une trêve avant le Ramadan, je maintiens ma position, peut-être la semaine prochaine je serai amené à corriger, on verra, mais le fait est que même à l'issue d'une trêve, de toute façon il y aura une trêve à un moment ou à un autre, eh ben, les 2 millions de Gazaouis, ils ne pourront plus vivre. Et alors, l'Égypte et l'Europe ou d'autres pays arabes proposeront des programmes humanitaires pour soulager la souffrance des Palestiniens et accueillir quelques milliers, etc. Au début, ils prendront les diplômés, les médecins, tous ceux qui ont un métier, et petit à petit, on videra Gaza. Voilà. Voilà le plan que je voulais mettre au clair pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur la suite. Alors, merci, M. Cohen. Alors, moi, je vais réagir Oui, sur cet objectif. Est-ce que déjà, on n'a pas laissé croire en Israël que cette guerre était une opportunité divine pour déplacer l'ensemble des populations palestiniennes hors de frontières? répétez la question, s'il vous plaît. Je disais, on a laissé entendre en Israël Oui. que cette guerre était une opportunité divine pour déplacer l'ensemble des populations au-delà des frontières. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, non seulement à Gaza, bon, à Gaza, c'est clair qu'ils veulent chasser ils sont préparés à chasser pratiquement les plus de 2 millions et plus de Gazaouis. Et d'ailleurs, moi, à mon avis, même s'il y a une trêve, ils auront réussi en partie leur objectif. Bon. Maintenant, cet objectif se poursuit aussi en Cisjordanie, mais de manière beaucoup plus lente, plus subtile, enfin moins visible. C'est-à-dire parce que, bon, vous savez, les Israéliens, ils ne sont pas non plus, comment dire, c'est pas qu'ils ne sont pas machiavéliques. Ils sont machiavéliques, mais ils savent jusqu'où il ne faut pas aller trop loin. Ils se disent, bon, on va pas faire un nettoyage ethnique
en Cisjordanie tout de suite, mais ils ont commencé, à mon avis, ils ont probablement réussi peut-être à chasser 5% des Palestiniens de leur maison, de leurs terres, etc. Bon, ils grignotent, vous savez, les sionistes, ils sont malins. Hein. Quand ils ont installé des colons au-delà de la ligne verte, ça veut dire au-delà de la frontière de 67, ben, ils ne l'ont pas fait d'un coup. Ils l'ont fait petit à petit. Et aujourd'hui, ils ont entre 800 000 et 900 000 colons au-delà de la frontière historique. Donc, en fait, ils savent travailler tranquillement, cyniquement, à petite échelle, mais à mon avis, le programme est lancé et ils arriveront à leur fin. Si rien ne les arrête, ils arriveront à leur fin, oui. Alors, comment on explique aujourd'hui ce silence sur le plan national, là, aujourd'hui en France? Je vais vous montrer une vidéo où Oui. où il y a quelqu'un qui interpelle justement des députés et voyez leur réaction. Cherche à faire une interpellation des élus pour savoir quelles sont leurs positions sur le cessez-le-feu à Gaza. Savoir s'ils sont prêts. Vous n'avez pas entendu sur le cessez-le-feu à Gaza, ce frère de ma part? Non, Non? pas récemment. Attendez, excusez-moi parce que je dois aller à l'Assemblée. Oui, pas de souci, bien sûr. Mais du coup, quelle est votre position sur la situation? Si vous savez que 70% des victimes sont des femmes et des enfants, on en est plus à 30 000 morts. La situation est extrêmement douloureuse des deux côtés. Je pense qu'il y a un préalable à tous à la libération des otages qui sont encore détenus par le Hamas. Quand on voit les atrocités qui ont été commises, on se dit que la paix n'est pas possible. Et 100 tant enfants qu'il y qui aura meurent ces par gens. jour sur le territoire de Gaza, c'est quoi? Il y a des guerres justes, mais il n'y a jamais d'armée innocente. Sur le cessez-le-feu à Gaza? Non, désolé, je n'ai pas le temps. Excusez-moi, on vous a pas entendu sur cessez-le-feu à Gaza? Monsieur? Vous m'avez pas entendu? Non, voilà. Ah oui, c'est un gros sujet, ouais. Gros sujet. Bah écrivez-nous et puis on verra ce qu'on peut faire. Est-ce que vous avez pris position sur le cessez-le-feu à Gaza? Non, bah oui. À bientôt. Je suis au téléphone. Non, vous venez de... Non, monsieur, excusez-moi. Simplement pour savoir si... Madame, je suis au téléphone en fait. Je ne peux pas vous répéter deux fois. Non, mais j'ai pas envie de. C'est-à-dire pas Moi, envie. je suis pas. Enfin bon. Est-ce que vous savez que 70% des victimes sont des femmes et des enfants? Oui, mais comme le 7 octobre. Comment? Comme le 7 octobre. C'est-à-dire comme le 7 octobre? Bah, ce qui s'est passé, vous vous souvenez pas ce qui s'est Bien passé? sûr, mais nous on condamne la violence des deux côtés, on est pour la paix. Mais est-ce que vous savez qu'on a Condamnez les deux côtés d'abord. on condamne les deux côtés. On essaye aujourd'hui d'interpeller les députés pour savoir s'ils seraient prêts. Allez, à bientôt. J'ai pas le temps, je suis vraiment désolée. Non, il n'y a pas de souci, Non, c'est je suis simplement désolée. pour savoir si vous êtes prêts à demander au gouvernement Ah un oui, cessez-le-feu un cessez-le-feu. strict. Oui, donc Bien vous êtes sûr. prête à le faire? Bien sûr. Et quand est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous pouvez signer ce papier qui fait que vous vous engagez à le faire? J'ai vraiment pas le temps de lire votre papier, donc je... Vous pouvez le garder. Mais c'est pour moi. Vous le gardez, j'en ai d'autres. Et pas le Non, temps il n'y a pas parce de que souci, non, juste parce que une je vais petite pas seconde, monter on les. vous a pas entendu sur le cessez-le-feu à Gaza. Non, mais. Monsieur? Il va y avoir un... Non, je confonds avec l'Ukraine. Non, j'ai pas entendu de... Non, vous, est-ce que vous avez pris position sur le cessez-le-feu à Gaza en tant que député? Oui. Et du coup, vous êtes plutôt pour ou contre? Alors, je n'ai pas d'avis. Est-ce que vous avez pris position sur le cessez-le-feu à Gaza? Non. Non? Pourquoi vous voulez pas prendre position? Pas pour l'instant. C'est-à-dire pas pour l'instant. Est-ce que vous savez qu'il y a 70% des victimes qui sont des femmes et des enfants? Je sais. Et vous voulez pas prendre position? Voilà, Monsieur Cohen. Alors, c'était un témoignage, un prank, hein, on appelle ça. Donc, c'est quelqu'un qui a interpellé donc, des députés. Il y avait des députés de tous bords, du Rassemblement national, de Renaissance, de. Voilà. Oui, oui. Bon, il y a un terme qui me vient à l'esprit, ils ont la trouille. Ah, j'ai pensé la même chose, tiens. Bon, Mais voilà. la trouille de quoi? La trouille de quoi? La trouille d'être... De perdre leur poste de député? C'est quoi le truc? Non, ils savent, non, ils ont intégré, vous savez, en France, on a intégré l'idée qu'on ne peut pas s'attaquer à une certaine communauté qui détient, enfin, qui peut vous faire mal, voilà, qui peut vraiment vous nuire. Donc,
il vaut mieux ne pas s'attaquer à eux. Voilà. Et donc, ils sont terrorisés à l'idée de dire une chose qui pourrait leur coûter. Écoutez, je vais vous donner un exemple sur le plan politique et je vous donnerai un exemple sur le plan artistique. Voilà. Sur le plan politique, il y a un homme politique qui s'appelle Jean-Frédéric Poisson. Bon. Il est très connu dans le milieu de la droite, même, enfin pas de l'extrême droite, mais de la droite, disons, assez nationale, indépendante, etc. Il est catholique, et en 2016-2017, il voulait se présenter à la primaire des Républicains. Il voulait se présenter à la primaire des Républicains parce qu'il avait un tout petit parti qui faisait, mettons, 1%. Il n'avait aucune chance, mais voilà, il a voulu participer à cette primaire, là où il y a eu François Fillon, etc. Et ce monsieur avait dit, dans un discours ou dans une interview, il avait parlé de l'AIPAC qui était un lobby sioniste aux États-Unis. Je veux dire, c'est une banalité, enfin, vraiment. Bon. Eh bien, le CRIF a dit, il faut qu'il s'excuse. Sinon, il n'a pas le droit de participer à la primaire de la droite. Est-ce que vous imaginez un peu le... Et pourtant, le type, il aurait pu produire, je ne sais pas, des centaines de documents comme quoi l'AIPAC est un lobby sioniste aux États-Unis. Enfin, c'est presque... Enfin, c'est tellement banal. Eh bien, le type s'est excusé. Je veux dire, il s'est dit, je ne vais pas me mettre le lobby sur le dos parce que je risque de payer longtemps, très longtemps. Voilà. Bon. Je prends un exemple sur le plan littéraire. Gallimard a voulu publier les livres maudits de Céline, mais avec beaucoup de précautions, qu'il allait confier comment dire, toute la question, enfin, les livres, les commentaires, etc., à un écrivain juif connu qui s'appelle Assouline, Pierre Assouline, qui est un biographe très connu, etc., qui présente le sérieux. Enfin, vraiment, Gallimard a voulu présenter un projet ambitieux. Il était prêt à collaborer avec ceux qui voulaient, enfin, le CRIF, voilà, bon, toutes les garanties, etc. Serge Klarsfeld, celui qui, comment dire, le protecteur de la mémoire de la Shoah, a dit « Je ne crois pas que ce soit une bonne idée ». Est-ce que vous imaginez un pays comme la France, où un type comme ça, il dit à la plus grande maison d'édition qui a 100 ans, il dit « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée ». Eh bien, l'éditeur a reculé. Bon. Je peux multiplier des exemples. Regardez la Quenelle, par exemple. Aujourd'hui, Dieudonné est passé sur une chaîne YouTube. Bon, j'ai vu un petit peu, non, mais ça m'a rappelé l'histoire de la quenelle. La quenelle en soi, elle n'a, enfin, je veux dire, c'est juste un geste qui a été fait par Dieudonné, et le CRIF a décidé que ce geste ne devait pas être fait en France. Voilà, il a décidé. C'est lui qui écrit le droit pénal. Donc, on peut renvoyer quelqu'un. Moi, vous savez, une fois, j'ai été convoqué par la police judiciaire pour certaines choses, et on m'a reproché, on m'a dit, mais vous avez fait une quenelle quand même. Et j'ai dit à l'officier de police judiciaire, quel est le texte qui interdit la quenelle en France? Voilà, donc en fait, c'est ça, il y a un terrorisme culturel, politique, économique. Bon, un exemple, vous savez, Irène Frein, qui est une femme, une grande écrivain dans les années 90, elle avait une rubrique sur Europe 1. Et un jour, elle raconte, moi je me souviens de ça, elle raconte qu'elle avait fait un papier sur les enfants palestiniens. Elle m'a dit, on m'a tellement
embêté, harcelé, que j'ai décidé de ne plus parler de ça. Donc, voilà, il y a un terrorisme qui s'abat sur toute la classe politique, artistique, tout ce que vous voulez, et les gens le savent, mais ils ont la trouille. Voilà, ils se disent, oula, c'est dangereux, je n'ai pas envie de prendre le moindre risque. Voilà dans quelle ambiance nous vivons en France. Oui, donc il y a bien un lobby qui fait pression, on est d'accord. Non seulement il y a un lobby, c'est pas seulement un lobby. Malheureusement, les gens oublient qu'il y a 4 à 5 000 Sayanim en France, je répète, 4 à 5 000 qui reçoivent leurs ordres du Mossad. Ce n'est pas des gens qui se disent « Ah, moi je suis pour Israël ». Non, ils reçoivent des instructions du Mossad qui leur dit « Pour telle affaire, il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. etc. » Donc, il y a des centaines qui sont dans les médias, des centaines dans l'édition, des centaines dans les hôpitaux, des centaines dans les universités, des centaines dans la publicité, etc. etc. Et depuis, tenez-vous bien, 1959. Donc, depuis plus de 65 ans, ils sont là, ils sont installés, ils contrôlent tout. Et donc, et malheureusement, le pire, c'est que même les gens, vous savez, bon, je sais pas, j'ai peut-être un petit mérite. Je suis le premier en France à avoir parlé des Sayanim. Et vous savez pourquoi? Parce qu'avant moi, je suis sûr qu'il y a eu des gens, des journalistes, des universitaires. Pourquoi pourquoi je suis tombé sur les livres qui parlaient des Sayanim dans les années 90? Pourquoi il n'y aurait pas eu des journalistes, des universitaires, etc., qui l'auraient ignoré? Mais ils sont tombés là-dessus, ils se sont dit, oula, c'est de la dynamite, je n'ai pas envie d'en parler. Et une dernière anecdote, s'il vous plaît. En 2010, j'étais membre de l'UJFP, l'Union des Juifs pour la paix. Et il y avait une réunion, et il y avait une journaliste de l'Humanité, d'accord? Bon. À qui j'ai donné la 4e de couverture, et je lui ai dit, voilà, le livre va sortir dans quelques jours, le printemps des Sayanim. Elle a vu la 4e, et elle m'a dit, oh, c'est très intéressant, il faut m'envoyer un exemplaire. Donc, l'Harmattan lui a envoyé un exemplaire. Elle n'a jamais voulu en parler ni me répondre. Elle m'a laissé sa carte de visite. Malheureusement, je ne l'ai plus retrouvée. Elle n'a jamais, je l'ai appelée, je lui ai envoyé du courrier, de mail. Elle a eu la trouille. Voilà, elle est communiste, mais elle a eu la trouille. Et s'est dit, oula, moi, je n'ai pas envie. Donc, en fait, ils ont installé un climat de terreur, voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Pour dire aux gens, faites gaffe, attention, si vous dites le moindre mot de travers, vous allez. Mais regardez ce qui est arrivé à Stéphane Blais. C'était un génie de la musique, un génie de la musique. À 15 ans, il jouait dans les grandes salles parisiennes. Il composait de la musique. Il a eu le tort d'être pro-palestinien, mais il est obligé de s'exiler. Il a une carrière misérable. Enfin, il a fini par se suicider. Comment voulez-vous que les autres osent contrer cette hydre de. Enfin, voilà. Alors, merci, M. Cohen. Juste pour préciser, donc vous parliez des Sayanim en 1959. L'AIPAC, l'American Israel Public Affairs, a été fondée en 1963. Donc, voilà. Il y a ça fait un petit moment qu'ils sont sur la place. J'avais une question là dans le chat. Alors, juste, je précise pour celles et ceux qui veulent monter sur TikTok ou sur les autres plateformes, n'hésitez pas, vous avez le lien. Sur TikTok, c'est facile, vous cliquez sur les 2 petits points rouges et bleus là, et vous avez la possibilité Je voudrais juste ajouter une chose. Allez-y. Malheureusement, tous ceux qui auraient pu combattre les Sayanim, ça veut dire, prenons par exemple les forces maghrébines en France. Moi, j'en parle depuis 15 ans des Sayanim, mais ils auraient pu se dire, eh ben, on va s'organiser aussi. Et malheureusement, de l'autre côté, il n'y a pas d'organisation. Voilà. Alors, juste, vous parliez tout à l'heure de la quenelle de Dieudonné. Je veux dire un petit mot quand même là-dessus.
on aime ou on n'aime pas l'humoriste, on aime ou on n'aime pas, voilà. Bref, en tout cas, aujourd'hui, il a été quand même vérolé et il peut plus pratiquer son métier d'artiste. Partout Exact. où il va, dans chaque ville où il va, il a Exact. la visite, en ce moment même, des gendarmes qui viennent lui interdire de pratiquer son activité. Donc voilà comment agit aujourd'hui. En fait, c'est un message qu'on adresse aux artistes, au monde entier, enfin à tous ceux qui ont la parole en France. C'est un message. On leur dit, vous pouvez parler de tout, vous pouvez taper sur tout, mais attention, il y a un sujet tabou, interdit. Voilà. Donc, faites gaffe, vous savez ce qui vous attend. Et ils font gaffe. Et vous avez vu ces députés qui rasent les murs, ils ont la trouille. Vous imaginez si on arrive à leur arracher un mot de travers, ils sont sous la surveillance du lobby qui est. Enfin, mais c'est terrible quand même. Cette classe politique qui a la trouille, qui tremble. Ouais, exactement. Alors, j'avais une question dans le chat avant de donner la parole à Golpis qui est avec nous. Alors, Monsieur Cohen, bonsoir à tous. Question pour vous. Est-ce que vous pensez que Macron utilise l'Ukraine en jouant au chef de guerre pour détourner l'attention de ce qui se passe en Palestine occupée? De toute façon, pour détourner ce qui se passe en France, bon, c'est évident. Moi, je crois que, à mon avis, bon, c'est quelqu'un qui est, comment dire, euh, comme il a un pouvoir exorbitant en France, vous savez, un président de la République, c'est pas le seul, hein. En France, être président de la République, c'est quasiment, on est proche du tyran. Et vous savez, François Mitterrand, il avait écrit un livre en 1965 qui s'appelle le livre Le coup d'État permanent. C'est-à-dire que pour lui, être président dans la Ve République, c'est un coup d'État permanent. Et en fait, quand il est arrivé au pouvoir, il n'a rien changé. Donc, il a énormément de pouvoir. Il règne, il domine tout. Il peut nommer, enfin, etc. Et donc, il est comme c'est un instable, c'est un gamin, c'est un adolescent. Il n'a pas, au début, il y a 2 ans, il voulait soi-disant être le partenaire, faire la paix avec Poutine. Il est allé le voir, etc. Et puis il s'est transformé, il est devenu celui qui veut le va-t-en-guerre. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment, qui est instable, qui n'a pas une ligne de conduite claire. Et donc, aujourd'hui, il a pu penser, à mon avis, il a pu penser que je vais entraîner l'Europe derrière, vous savez, cette fameuse phrase, suivez mon casaque blanc. Donc, en fait, c'est un peu comme le chef de guerre qui allait entraîner l'Europe et il a fait un flop. Mais comme il a malheureusement, comme il a les médias avec lui, comme les partis politiques n'osent pas, regardez le Rassemblement national, enfin, tous les partis sont complices. Et donc, il veut jouer, c'est une alternative, mais qui risque de se retourner contre lui parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous savez, il peut y avoir un dérapage en Ukraine, il y a des forces, il y a déjà la France a perdu pas mal de militaires là-bas, de matériel, et ça peut être. Mais lui, il a un ego démesuré, c'est un gosse, c'est un adolescent instable, immature, qui veut jouer, voilà, il a un joujou. Et c'est très. Vous savez, il y avait un psychiatre italien qui avait, quand Macron a été élu en 2017, il avait déjà porté un jugement sévère. Bon, et en plus, il y a une députée qui a dit, je ne sais plus laquelle, qui a dit que Macron devrait cesser à prendre des psychotropes voilà. Donc, on sait très bien qu'il prend comment dire, des stimulants, une espèce de poudre. Donc, voilà, on ne sait jamais ce que ça peut donner. Et malheureusement, le problème, c'est que tous les médias, enfin, les grands médias, ils ne peuvent pas le critiquer. Les partis politiques, ils ne peuvent pas le critiquer. Et donc, finalement,
il se croit, mais il y a la réalité de l'Europe. Et là, c'est une autre paire de manches. Aujourd'hui, par exemple, c'est pathétique, il a reçu la présidente de la Moldavie, franchement, et il lui a promis le soutien total. Mais c'est complètement hallucinant, la Moldavie, franchement. Qu'est-ce qu'on en a à faire de la Moldavie? Enfin, voilà. Mais la France risque de payer très cher cet aventurisme de Macron. Déjà qu'on est dans une mauvaise passe, alors. Alors, je fais venir avec nous Golpiz qui veut sûrement interagir sur le sujet. Allô? Salam alaikum. Oui. Oui, salam alaikum à tous. Donc moi j'ai deux questions à Monsieur Cohen parce que par exemple le LFI ils ont eu quand même un soutien pro-palestinien, donc est-ce que c'est juste un calcul politique pour avoir le vote des gens de confession musulmane, ou est-ce qu'il y a aussi des... Parce que tout à l'heure, vous aviez qu'aucun politique n'ose, on va dire, se ranger du côté de la Palestine. Mais là, on a eu une exception, quand même, de ces gens-là. C'est vrai. LFI, je vous l'accorde. Non, non. Vous savez, il y a quelques années, LFI, Jean-Luc Mélenchon a mis le CRIF au pied du mur. Il l'a vraiment, enfin, je ne me souviens pas des termes exacts, mais il l'avait séché, mais de manière abrupte, brutale, et le CRIF n'a pas osé porter plainte, parce qu'il a compris que Jean-Luc Mélenchon était un adversaire redoutable, et je crois que c'est le seul qui a fait reculer le CRIF. Voilà. Et donc, c'est vrai. Et vous savez, quand on dit un parti politique, il agit toujours il y a une part de calcul. Tous les partis politiques agissent en partie par calcul. Je veux dire, c'est pas, par exemple, le Rassemblement national, il a abandonné l'idée d'un Frexit parce qu'il s'est rendu compte que le peuple français n'est pas prêt. Donc, il s'adapte. Un parti politique qui n'adapte pas son programme à ce que veut le peuple, il risque de perdre. Et un parti politique, il joue pour gagner. Donc, il est obligé, à tout parti politique, il a une part de comment dire, de manœuvre, d'adaptation à ce que pensent les gens. Et donc, que les filles le fassent, c'est tout à fait normal, comme tous les autres partis. Quelle est la deuxième question? Oui, non, moi, c'était une question plus personnelle par rapport à, justement, vous, Oui. Vous avez eu du coup des problèmes par rapport à votre carrière universitaire et enfin tout ce que votre travail au quotidien par rapport au soutien en fait à la cause palestinienne et au combat que vous menez depuis pas mal Ma d'années. carrière était derrière moi, mais disons que non, je parle même il y a 15 ans de ça, je parle. Hein. Même il y a... C'est ça. Non, il y a 15 ans, j'avais plus de carrière universitaire, mais par contre, on m'a fermé pratiquement pas mal de portes. Et j'ai le regret de dire, je ne citerai pas parce que ça me fait mal au cœur, 2 organisations pro-palestiniennes qui m'ont mis des bâtons dans les roues, qui m'ont empêché, enfin, qui ont interdit toute collaboration avec Cohen. Voilà. Et son livre, Les Sayanim. Je ne vais pas les citer parce que je ne veux pas créer de friction, mais ces organisations pro-palestiniennes avaient tellement la trouille. Ah oui, c'est ça la trouille du CRIF. C'est-à-dire comment vous avez parlé avec Jacob Cohen, l'antisémite, le copain de Soral, le copain de Dieudonné, donc vous êtes antisémite. Alors ils ont préféré, comment dire, mettre un mur entre eux et moi, voilà, ou entre elle et moi. Voilà. Ils avaient un lien avec l'autorité palestinienne, ces associations ou pas? Non, ce sont des organisations pro-palestiniennes ici en France. Okay. Mais je n'ai pas envie de les citer pour ne pas créer, enfin, ce n'est pas la peine. Et puis des tas d'autres dont je n'ai pas connaissance, mais qui m'ont ignoré, des organisations musulmanes ou des organisations palestiniennes qui m'ignoraient, alors que j'ai quand même, enfin, j'ai quand même de quoi dire quand même, voilà. J'ai été mis de côté, voilà. C'est-à-dire, l'idée, c'était, oui, Cohen, de toute façon, bon, il est copain avec Soral,
il est enfin, il peut être on n'a pas envie d'avoir des problèmes avec le CRIF, etc. Et donc, j'ai été quasiment mis au banc de pas mal d'organisations, d'invitations, de colloques, etc. Voilà. Parce que c'est vrai que je sens un peu le soufre. Voilà. Merci. Voilà, bon, Alors, merci à toi, Golpiz. Il y avait une question intéressante là, à vous poser, M. Cohen, sur le chat. Oui. Donc, c'est concernant donc, les sionistes. J'ai une question. Donc, les sionistes connaissent l'histoire du peuple juif. Ils savent qu'en tout temps, ce sont les musulmans qui les ont protégés. Pourquoi maintenant ils tapent sur les musulmans? Parce qu'ils sont devenus leurs ennemis, c'est tout. C'est pas. Voilà. Aujourd'hui, depuis. Sont les musulmans qui sont devenus leurs ennemis. C'est-à-dire que ce sont les musulmans qui, pour les sionistes, quand ils sont arrivés en Palestine, le fait qu'il y ait des Palestiniens en Palestine, c'était déjà un problème. C'est un problème, c'est-à-dire pour eux, ça veut dire ils se disaient, s'ils n'étaient pas là, ça nous aurait arrangé. Voilà. Et donc, ils en ont fait des ennemis. C'est-à-dire, au départ, dès le départ, quand les sionistes sont arrivés en Palestine dans les années 20, 1920, ils se sont interdits de vivre avec les Palestiniens. C'est-à-dire que, par exemple, ils ont créé des villes pour les Juifs, ils ont créé des transports pour les Juifs, ils interdisaient même à des patrons juifs d'employer des Arabes. Ça, dès les années 20. C'est-à-dire que dans leur tête, ils s'étaient dit, ces Arabes, un jour ou l'autre, il faudrait les chasser. Voilà. Et donc, ils ont développé cette idée. Et puis, par exemple, on a suivi en France le lobby, l'islamophobie. C'est le lobby qui l'a créé. Le fameux lobby, n'est-ce pas, qui n'existe pas. Bon, l'islamophobie, c'est son œuvre. C'est les Bernard-Henri Lévy, Elisabeth Lévy, Goldnadel, et ce sont eux qui ont créé l'islamophobie. Pourquoi? Parce que ce sont eux ils considèrent les musulmans comme ceux qui pourraient les empêcher de régner sur la France. Et donc, ce sont ces musulmans que s'ils exerçaient leur vrai pouvoir en France, ils pourraient donner une direction à la politique française défavorable à Israël et favorable au monde arabe. Donc, il fallait les combattre. Que ces musulmans aient protégé les Juifs pendant des siècles, ça, voilà, ils ont tourné la page. Vous savez, ces gens, quand on fait de la politique à ce niveau-là, on ne s'arrête pas à ce genre de détails. Au contraire, regardez par exemple tous les efforts que l'Occident fait, et notamment aussi donc, le lobby, pour dénigrer la culture arabe, l'Andalousie, la coexistence judéo-musulmane, etc. Alors, M. Cohen, est-ce qu'on peut dire qu'en France, il y a un amalgame entre le sionisme et l'antisémitisme? Non, on l'a créé de toutes pièces. C'est-à-dire qu'au départ, c'est complètement absurde, parce qu'il y a eu des Juifs très connus qui étaient antisionistes. Je vous rappelle que jusqu'en 1948, la presque totalité, je dis bien la presque totalité des Juifs religieux du monde entier, les religieux, d'accord, toutes sortes de religieux, étaient antisionistes. Moi, je me souviens au Mela de Meknes, le quartier juif de Meknes, dans les années 50, le rabbin nous mettait en garde parce que les sionistes avaient ouvert un local dans le Mela, dans le quartier juif. Mais on les regardait comme des renégats. Donc, jusqu'en 1948, le monde religieux dans le monde entier était antisioniste. Donc, on peut... Donc, en fait, pourquoi? Parce que le sionisme est une doctrine politique qui n'a rien à voir avec la religion. D'ailleurs, les sionistes, ils détestaient les religieux, ils détestaient les juifs de la diaspora, etc. Mais aujourd'hui, c'est un argument
important pour les sionistes. Parce qu'il y a eu d'abord l'Holocauste, la Shoah, et puis aujourd'hui, on dit, ils ont développé l'idée que être antisioniste, c'est être antisémite. Ben, comme ils contrôlent quasiment les médias grâce au sayanim, etc., ben, ils ont réussi à implanter cette idée dans l'esprit des gens. Excusez-moi, je n'avais pas le micro. Est-ce qu'on peut dire que la France est le pays le plus sioniste d'Europe? Disons que la France est... Oui, oui. Parce que, bon, d'abord, il y a une très forte communauté juive, que avant l'arrivée des Arabes, avant le conflit entre la France et les pays arabes, vous savez, la décolonisation, l'Égypte de Nasser, etc., il y avait quand même une sympathie pour ces juifs qui ont souffert de l'antisémitisme, même avant la Deuxième Guerre mondiale quand même. Donc, il y avait quand même une certaine interpénétration. Par exemple, il y avait Léon Blum, qui était Mendes France. Il y avait des grands noms sur le plan scientifique, artistique, etc., politique, économique, qui étaient des juifs. Et donc, il y avait quand même une certaine osmose entre le milieu français et traditionnel et le milieu juif. Et donc, il y avait une sympathie naturelle. Et puis, il y a eu la souffrance de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en fait, par exemple, Sartre a toujours été pro-juif et même pro-israélien, bien qu'il fût un extrémiste de gauche. Parce qu'il y avait cette sympathie. En 1967, par exemple, il a appuyé Israël parce qu'il croyait sincèrement qu'Israël allait être détruit et donc qu'il allait avoir un nouvel holocauste. Donc, il y avait toute une sympathie presque naturelle. Et puis, le régime sioniste se présentait comme le petit État, David contre Goliath. C'est ça aussi la propagande. Regardez le film Exodus. C'est extraordinaire le film Exodus qui est sorti en 1961. Ça veut dire toute l'histoire du sionisme. On est des gens bien, on est gentils, on est venu en Palestine pour travailler la terre avec les Palestiniens. On veut rien. Enfin, ce sont les Palestiniens qui n'ont pas voulu de nous. Mais c'est fantastique. Mais l'Occident a gobé tout ça. Et la France, parce qu'il y avait des grands noms dans les médias, vous savez, dans les années 50, il y avait Yvan Levaille, Anne Sinclair, Jean-Pierre Elkabbach. Enfin, je me souviens d'une anecdote. Est-ce que vous connaissez la chanteuse d'origine israélienne Rika Zaraï? Je ne sais pas s'il y a des jeunes qui n'ont jamais entendu parler. Mais Rika Zaraï, elle chantait à la télévision israélienne en uniforme de Tzahal. Est-ce que vous imaginez ça? Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, les Paris Match faisait des reportages sur les Sabras. Les Sabras, ça veut dire les Juifs nés en Israël. Le Sabra, c'est la figue de barbarie, c'est-à-dire piquant à l'extérieur et doux à l'intérieur. Mais c'était tout un mythe dans les années 60. Et donc, en fait, le sionisme a surfé sur cette symbiose. Puis les Arabes étaient, en contraste, ceux qui les combattaient en Algérie, les méchants, enfin les gens qui habitaient dans les bidonvilles, qui étaient incultes. Enfin, donc, tout ça a participé de cette, de cette atmosphère à Rika Zaraï, mais on ne la voit pas en uniforme de Tzahal. Bon, dommage, mais bon. Voilà, donc, et c'est pour ça qu'il y a cette... Bon, ajoutez maintenant les Sayanim, évidemment, qui depuis 1959 font un travail de sape, eh bien, vous avez un pays quasiment entre leurs mains, voilà. Alors, je refais venir Golpis qui avait une question à vous poser. Oui, M. Cohen, moi pour rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport au sionisme, donc c'est vrai qu'avant donc la création de l'État d'Israël actuel, il y avait les rabbins étaient plutôt anti-sionistes, mais maintenant
comment vous expliquez justement cette bascule et ce sionisme religieux? Il y a des partis, je crois, il y a un parti qui s'appelle par exemple le parti chasse. Oui, oui. Et du coup, comment vous expliquez justement cette bascule en quelques années, quoi, même pas 50 ans? Non, en 1948, on est allé voir les rabbins, enfin les grandes organisations rabbiniques dans le monde et en Israël, et on leur a dit, bon, maintenant il y a un État qui est créé, il faut le soutenir, etc. Donc, ils ont commencé à le soutenir parce que, bon, par la force des choses, il y a eu la Shoah, il faut qu'on se protège. Et donc, la plupart des grandes organisations religieuses, à partir de 1948, ont changé leur fusil d'épaule et ont soutenu l'État d'Israël. Bon. Maintenant, en Israël même, le pourcentage des religieux en 1948 n'était même pas de 1%. Il y avait peut-être 1%, 2% au grand maximum. Voilà. Moi, je me baladais là-bas dans les années 60, c'était un État vraiment laïque. Quand on voyait un religieux, c'était presque je sais pas, c'était, il fallait aller à Jérusalem dans un quartier spécial pour voir quelques spécimens. Et donc, c'était vraiment une espèce de curiosité. Voilà. Et puis, le problème, c'est que, enfin, le problème, ces religieux-là ont commencé à prospérer. Vous savez, ces religieux, ils avaient, enfin, comment dire, ils n'ont pas de contrôle de naissance. Donc, en fait, une famille religieuse, elle fait facilement 10 enfants, 12 enfants, voilà. Et petit à petit, ils ont commencé à grossir. Et en 60 ans, 70 ans, aujourd'hui, et puis aussi le phénomène de la colonisation. Le phénomène de la colonisation, c'est que quand ils ont conquis la Cisjordanie, ça a été pour une partie de la population, c'est vraiment parce que la Cisjordanie représentait le vrai territoire biblique promis par la Bible. Enfin, en tout cas, c'est-à-dire Naplouse, Jénine, Hebron, surtout Hebron par exemple. Et donc, petit à petit, la colonisation a commencé en 1967. Au début, il n'y avait pas grand-chose. Et puis après, bon, des dizaines de milliers ont commencé à s'installer. Donc, avec cet objectif religieux de retour à la Terre Sainte, de peut-être le messianisme. Et ben voilà, en 70 ans, les religieux sont passés de 1 ou 2% à peut-être 20-25% de la population, parce qu'il n'y a pas que les religieux, il y a tout un mouvement nationaliste fascisant, messianique, qui a pris, vous savez, à force de coloniser, on commence à devenir un colon. On a l'esprit du colon. Et donc, comme il y a 800 000 colons, eh ben, vous imaginez, les 800 000 colons, il y a peut-être 400 000 qui sont idéologiquement marqués par l'idéologie coloniale. C'est-à-dire la terre sacrée, on va faire plein d'enfants pour occuper, pour chasser les Palestiniens. Mais ça fait boule de neige tout ça. C'est-à-dire, avec l'accroissement démographique, ça fait boule de neige et on a la situation. Et cette situation ne peut aller qu'en s'aggravant. Enfin, qu'en s'aggravant, c'est une façon de parler. C'est-à-dire que les religieux et les nationalistes, les fascistes, les messianistes, etc., ne peuvent aller qu'en augmentant dans le nombre. C'est mathématique. Voilà. D'autant plus que beaucoup d'Israéliens qui sont de gauche, qui sont cultivés, qui sont ouverts sur l'Occident et tout, s'en vont. Ils en ont marre de vivre dans cet État qui devient de plus en plus théocratique. Juste un exemple. Là, parce que je suis abonné à pas mal quelques newsletters, il y a un soldat qui, dans sa base, le jour du Shabbat, le Shabbat c'est le repos hebdomadaire, il a réchauffé un café. Alors que c'est interdit par la religion. Bon, mais il a été condamné à quelques jours de prison. Enfin, c'est quelque chose, si on avait dit ça en Israël il y a 50 ans, on aurait dit, c'est pas possible. C'est comme si, il y a 30 ou 50 ans, on aurait dit aux Français, vous allez voir,
on va vous créer un virus et on va vous enfermer pendant des mois. Voilà. Et puis on va vous imposer un vaccin que vous ne voulez pas, etc. On va dire, mais attends, il est fou ce type, c'est pas possible. Eh bien, en Israël aujourd'hui, un type qui ne respecte pas le Shabbat, alors que c'est une prescription religieuse, eh ben, il a été condamné à quelques jours de prison. Donc, en fait, c'est un pays qui devient vraiment cinglé, qui tombe vraiment dans une espèce de délire religieux messianique. C'est par exemple dans une ville comme Ashdod, qui est une ville de 100 000 habitants. Il y a 30 ans, il n'y avait pas du tout de religieux. Aujourd'hui, il y a 30% de religieux. Et donc, il y a une atmosphère, par exemple, j'ai lu des histoires où un chauffeur de bus, parce qu'on monte par l'avant, et il y a une fille qui monte en débardeur, il a refusé de la faire monter. Enfin, les gens, c'est pire que, bientôt ça va être pire que l'Iran. Voilà. Et dans un sens, pour moi, enfin, personnellement, je suis content que ça arrive. Parce qu'en fait, ça pousse le sionisme jusqu'à ses derniers retranchements. Parce qu'en fait, le sionisme et l'intelligence du sionisme, c'est quoi? C'est qu'il était comme ça il y a 70 ans. Mais il le cachait. Ça veut dire qu'il cachait ça sous un certain humanisme, sous le progressisme, le kibbutz, il était d'ailleurs, c'est pas faux. Et tous ceux qui allaient en Israël, ils ressentaient cette atmosphère, etc. Mais le racisme anti-arabe, le colonialisme, le fascisme, les tueries, enfin les représailles israéliennes ont toujours été meurtrières. Les nettoyages ethniques de 48, tout ça existait, mais ils le couvraient avec un humanisme, un progressisme. Et donc, dans beaucoup, on a mis beaucoup de temps, même aujourd'hui, les Européens, les Occidentaux ont du mal à sortir de cette idée que les sionistes peuvent être vraiment des fachos ou des génocidaires. Voilà, ils n'arrivent presque pas à le concevoir, tellement la propagande a bien marché en leur faveur. Mais avec cet extrémisme qui se développe, on retrouve, enfin là, le vrai visage du sionisme, il réapparaît. Et donc, finalement, enfin, pour moi, c'est une bonne chose, c'est-à-dire dans la mesure où, voilà, le sionisme, c'est pas du tout cette idéologie humaniste qui veut la paix, etc. C'est pas vrai. Voilà. Ça a toujours été une idéologie raciste, militariste, terroriste, fascisante. Voilà. Mais on la voyait pas. Et aujourd'hui, on la voit. Donc, c'est quand même un progrès. Ça veut dire dans la mesure où on sait à qui on a affaire. Voilà. Alors, un petit commentaire sur le chat. Un colonel à la retraite a dit si les États-Unis diraient d'arrêter, Netanyahou plierait. Pardon, encore une fois? Je disais, un colonel à la retraite a dit si les États-Unis diraient d'arrêter, Netanyahou plierait. Excusez-moi, j'ai pas. Hop, je vous mets le commentaire ici. Ah, un colonel à la retraite a dit si les États-Unis diraient d'arrêter Netanyahou, plierait. C'est quoi ça, plierait? En gros, si je comprends bien, c'est qu'il arrête. Il le ferait. Oui. Il respecterait l'ordre. Mais non, Oui. non, c'est n'importe quoi. Bon, d'abord, vous savez, il y a des nostalgiques d'un Israël d'époque, c'est-à-dire d'un Israël où il y avait une liberté de la presse, où il y avait une liberté de religion, où il n'y avait pas d'oppression religieuse. Enfin, moi j'ai connu cet Israël. Enfin, je suis allé en touriste plusieurs fois parce que ma famille y habite. Et donc, c'est vrai qu'il y a une nostalgie de cet État qui était de ce pays où il y avait un grand. Vous savez, dans les années 60-70, c'était l'État le plus social au monde. Il n'y avait quasiment pas de millionnaires, même pas de millionnaires. Les hommes politiques n'avaient même pas de voiture à eux, d'appartements à eux, c'était tous des membres du kibbutz. Donc, en fait,
c'était vraiment, enfin, c'était un pays où tout était presque gratuit, la médecine. Quand mes parents sont allés là-bas, ils ont reçu un appartement gratuitement. Enfin, donc, en fait, c'était vraiment un pays avec un système social fantastique. C'était un pays relativement pauvre, mais où tout le monde vivait plus ou moins sur le même plan. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont cette nostalgie, comme ce colonel, par exemple, qui a une nostalgie de ce pays où il n'y avait pas cette oppression. Aujourd'hui, il y a une oppression coloniale. Aujourd'hui, il y a comment dire, et des milices qui poursuivent des juifs israéliens qui critiquent, par exemple, j'ai lu une histoire d'une enseignante qui avait osé dire quelque chose de pas très catholique sur le 7 octobre. Elle a été chassée de l'enseignement. Il y a des milices qui pourchassent. Mais je veux dire, c'est devenu un pays de fous. Et donc, il y a encore des nostalgiques de. Bon, il y a un journaliste qui avait fait une vidéo, je l'avais postée il y a un mois ou deux. C'était le cri du cœur d'un humaniste israélien tel qu'il se croyait dans les années 70, 80, et qui se disait, mais c'est pas possible, ce pays va devenir dingue. Mais malheureusement pour ces progressistes, la roue est en train de tourner, les fachos sont en train de prendre le pouvoir, et je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait empêcher cette tendance de continuer. Voilà. Merci, M. Cohen. Alors, je vais donner la parole à MT qui nous a rejoint sur YouTube. Oui, bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Bonsoir, Très oui, bien. très bien. Bonsoir tout le monde, merci Altitude de me faire monter. Bonsoir Monsieur Cohen. Bonsoir. Tout d'abord, merci et toute ma gratitude, toutes les dénonciations et le travail que vous faites. Je pense que vous ouvrez pas mal de yeux, vous ouvrez les yeux à pas mal de monde et tout d'abord, je voulais déjà vous exprimer toute ma gratitude par rapport à la dénonciation que vous faites. Alors moi, j'avais une question qui était un petit peu géopolitique. Oui. Je voulais avoir votre avis, notamment pour rester sur l'actualité par rapport à la guerre qui se pressent avec la Russie et l'Ukraine. Ma question était la suivante. Vu qu'en Russie, on a une communauté juive, que Poutine, il a une grosse communauté juive en Russie, pardon. On a également une communauté juive russe en Israël, je crois qu'il est estimé à peu près 1 million de personnes, Oui. qui d'après moi d'ailleurs ne parlent même pas hébreu. Vous me dites si je me trompe. Donc il y a presque 1 million de personnes de juifs russes, ou en tout cas qui se disent juifs, et qui sont plutôt dans la classe bourgeoise. Ma question était la suivante. En fait, il y a beaucoup d'ambiguïté chez Poutine. D'après vous, je voulais avoir votre avis, quelle est la nature des relations qu'entretient Poutine avec Israël? C'est quoi ces relations avec Israël et quels sont ses intérêts, sachant qu'il a quand même des communautés à gérer dans son pays? Je ne sais pas si ma question est claire, Oui, M. Cohen. oui. Bon, d'abord, Poutine a toujours montré vis-à-vis des communautés religieuses dans son pays une très grande tolérance, une grande proximité, une grande amitié. Et je pense que c'est une leçon extraordinaire qu'il donne au monde entier, parce qu'il y a beaucoup de nationalités, il y a beaucoup de peuples avec des langues, avec des traditions différentes. Et c'est un pays où tous ces particularismes sont respectés. Et donc, c'est quand même un atout, un point positif à mettre sur le compte de Poutine. Et donc, bon, il est vrai que Poutine, il y a l'aspect du Moyen-Oriental d'abord. C'est-à-dire que Poutine a mis les pieds en Syrie il y a une quinzaine d'années. Et vous savez, l'URSS avait une grande tradition de présence au Moyen-Orient, mais qu'elle avait perdue à cause de la chute de l'URSS. Et donc, les pays arabes se sont plus tournés vers l'Occident. Mais avant, il y avait des grands pays qui étaient très liés à l'URSS. Bon. Aujourd'hui,
seule la Syrie avant c'était Kadhafi aussi, mais aujourd'hui il n'y a que la Syrie qui est liée à la Russie. Bon. Et en même temps, on voit bien que Poutine, il sait très bien, en tout cas, il avait beaucoup de contacts. C'est quelqu'un qui voyait Netanyahou 2 ou 3 fois ou 4 fois par an. Ils se rencontraient à Moscou. Moi, j'ai toujours su que voilà, Netanyahou allait à Moscou. Ils avaient vraiment des relations très, très proches. Ils se communiquaient, ils discutaient, etc. Et à mon avis, ils se respectaient. C'est-à-dire, ils avaient, comment dire, de la considération l'un pour l'autre. Et Poutine comprenait très bien les intérêts ou les préoccupations sécuritaires, on va les présenter comme ça, voilà, d'Israël sur le Moyen-Orient. Et donc, Poutine n'a jamais, alors qu'Israël bombarde la Syrie régulièrement depuis des années, 1 ou 2 fois par semaine, la Russie n'a jamais donné les armes nécessaires à la Syrie pour contrer ces bombardements. Bon, ces bombardements. Il y a une livraison à un moment de la Russie, il y a une livraison d'armes, les fameux missiles S-300, les avions S-300 de la Russie vers la Syrie, justement. Il n'y a pas eu un épisode comme ça? Non, il y a eu un épisode, mais on leur a dit, vous savez, c'est comme livrer des missiles, mais la clé de contact reste à Moscou. Voilà. Parce que ça fait 10 ans, 15 ans, je ne sais pas, à ma connaissance, il n'y a aucun avion israélien qui a été abattu. Donc vous voyez bien que, voilà, c'est-à-dire que Poutine, il sait très bien qu'il n'a pas, enfin, il juge, lui, qu'il vaut mieux s'entendre avec Israël. Bon, Israël non plus ne déconne pas trop en Syrie, mais il montre à la Syrie qui est le maître. Voilà. Et donc, en fait, c'est une relation à peu près d'égale puissance. Bien sûr, on ne peut pas comparer mais sur le champ du Moyen-Orient, c'est presque, enfin voilà, on est des partenaires forts et on se respecte, on a des intérêts communs, donc on ne va pas se nuire l'un l'autre. Et d'ailleurs, les Israéliens n'ont jamais livré des armes à l'Ukraine, par exemple. Or, enfin, on a fait pression, les Américains ont fait pression sur Israël pour qu'il livre des armes à l'Ukraine. Mais Israël n'a jamais voulu. Donc, il y a quand même une certaine, pas une distance, mais une certaine prudence vis-à-vis. Les Israéliens savent que les Russes pourraient très bien aussi leur mettre des bâtons dans les roues, par exemple par rapport à la Syrie ou peut-être éventuellement l'Irak ou l'Iran. Donc en fait, maintenant ça pourrait changer. Et à mon avis, ça va changer avec tout ce qui vient de se passer à Gaza. Et donc, par exemple, la Russie prend des initiatives diplomatiques qu'elle n'aurait pas prises il y a un an ou deux. Donc l'histoire s'accélère dans le sens défavorable à Israël. C'est-à-dire que, bon, évidemment, c'est très prudent, mais la Russie a réuni tous les partis, toutes les organisations palestiniennes de toute tendance à Moscou pour tenter de les réconcilier ou tenter de tracer une ligne commune. Alors, quant aux Russes qui sont en Israël, il ne faut pas non plus les vieux, ceux qui sont venus, qui avaient 30, 40 ans, ils ne parlent pas l'hébreu. Bon, mais les jeunes, ceux qui sont nés là-bas, ceux qui font l'armée, ceux qui sont allés à l'école, ben, ils parlent hébreu, c'est évident. Donc, il ne faut pas non plus. Mais c'est vrai que les Russes en Israël, enfin les vieux, les gens âgés, les adultes, ils fêtent le Noël orthodoxe, par exemple. Ils mangent du porc, ils ont des magasins où on vend le porc. Donc il y a une espèce de voilà et puis ils ne sont pas tous juifs. Il y a 20% à peu près, on estime que 20% d'entre eux ne sont pas de vrais juifs.
Mais petit à petit, cette population russe ou russo-ukrainienne, parce que moi j'avais connu un type qui était d'origine ukrainienne, qui est parti en Israël, un ingénieur. Donc cette partie russo-ukrainienne, petit à petit, elle va s'intégrer parce que bon, ces gens âgés, vous savez, ils sont partis là-bas en Israël dans les années 70-80. C'est pas récent. Hein. Il y avait une campagne. C'est ça, les sionistes. Vous savez, l'URSS avait besoin de blé dans les années 70. Et les Américains ont vendu le blé à l'URSS. Mais on leur a dit en échange, il va falloir permettre aux Juifs russes, soviétiques, de partir en Israël. Voilà. Donc en fait, c'était un deal. Et les Juifs sont partis. Il y a une campagne énorme qui a été lancée dans les années 70 et qui s'appelait Let My People Go. Vous savez, il y avait une chanson très célèbre, très connue qui s'appelle Let My People Go. Oui. Donc en fait, voilà. Donc en fait, c'était le slogan. Il y a eu une grosse vague, pardonnez-moi de vous couper, M. Cohen, il n'y a pas eu une grosse vague d'immigration russe en Israël juste après la chute du mur de Berlin? Non, ils sont partis. Non, ils sont partis, surtout ceux qui sont partis. Oui, il y a toujours des départs. Même maintenant, il y a toujours quelques centaines, quelques milliers qui partent. Mais peut-être il y a eu en 90, 91, à la chute du mur. Mais pas, enfin, je veux dire, le gros, ceux qui sont partis vraiment, enfin, c'est parti entre 1970 et 1980. Voilà. Le gros des Juifs russo-ukrainiens qui sont partis en Israël, ça a été fait dans les années 70. Voilà. Et il y a une campagne très célèbre à l'époque qui a été menée par un type qui s'appelait Sharansky. C'était un Juif russe soviétique. Bon, il y avait beaucoup de propagande dans les médias américains. Et alors, on leur a joué un sale tour à ces Juifs russo-ukrainiens. Pourquoi il y a eu beaucoup de non-juifs qui sont partis? Parce qu'ils se sont dit, on va se déclarer juif et comme ça, on va profiter de l'aubaine pour quitter l'URSS. Parce qu'ils croyaient qu'ils allaient partir aux États-Unis. Ils allaient demander l'asile politique aux États-Unis. Bon, on termine avec cette anecdote, Wally. Alors, ils arrivaient à Vienne, d'accord? Bon, donc, ils arrivaient à Vienne, et à Vienne, ils demandaient l'asile politique aux États-Unis. Et là, les sionistes se sont dit, oula, on vous a permis de sortir de l'URSS, mais pour aller en Israël. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait atterrir les avions qui emmenaient les russo-ukrainiens juifs ou soi-disant juifs. On les a fait atterrir à Bucarest, en Roumanie, qui à l'époque était dirigé par le grand dictateur Ceausescu. Et Ceausescu lui a donné quelques millions de dollars et il ne laissait plus sortir les juifs russo-ukrainiens pour demander l'asile politique. Ils étaient obligés d'aller en Israël. Et puis finalement, bon, ils ont fini par faire leur vie. Mais en fait, c'est une population qui va... Bon, c'est-à-dire, cette population à tradition russe qui fête la Noël orthodoxe, qui mange du porc et qui sort avec ses médailles, vous savez, comme les soviétiques, quoi. La soviétique, bon, c'est un folklore qui va plus ou moins disparaître à terme. Et donc, la nouvelle génération, bon, elle ressemble à la génération israélienne. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. Et là, juste pour essayer juste de résumer votre réponse et essayer de la vulgariser, de la synthétiser, et après j'en arrête là. En tout cas, votre réponse est très intéressante et vous m'avez parfaitement répondu. Mais ce que je voulais en fait essayer de comprendre et vous faire dire, entre guillemets, c'est qu'effectivement, la Russie, ou en tout cas Poutine, entretient des relations cordiales et je veux dire de respect avec Israël, et c'est ce qu'ils veulent, c'est leur volonté. En revanche, Israël, avec si je peux me permettre l'expression, avec le bordel qu'ils foutent et ce qu'ils font en Syrie, ça ne sert pas les intérêts de la Russie, qui sont du coup obligés aussi de se défendre. Mais le fond est que Poutine voudrait se tourner vers Israël en vérité, mais vu le bordel géopolitique qu'il fout avec peut-être le projet du Grand Israël, ça ne sert pas forcément les intérêts de la Russie.
Est-ce que j'ai résumé en gros votre réponse ou est-ce que je me trompe un peu? Mais en gros, c'est ça. Non. Après, j'arrête. Merci, Altitude. Hein. Non. La Russie veut s'implanter, par exemple, elle a une base j'ai oublié le terme, il y a un port syrien qui s'appelle, bon, le nom m'échappe là, une base navale. Bon, donc elle a un point d'appui en Syrie. C'est très important pour la Russie d'avoir cette place forte au Moyen-Orient. Voilà. C'est quasiment le retour de la Russie dans cette région. Avec Israël, elle ne peut pas avoir ce genre de relation. Israël est un pays fort qui ne l'accepterait pas de base, etc. Donc, si vous voulez, avec la Syrie, c'est presque un rapport de protection, de protectorat, voilà, de protection par rapport au régime syrien. Sans la Russie, le régime d'Assad serait déjà tombé. Alors qu'avec Israël, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est un rapport d'égal à égal, en tout cas au niveau du Moyen-Orient. Et d'ailleurs, l'illustration de ce fait, c'est qu'un des rares qui a pu, presque réaliser un accord entre la Russie et l'Ukraine, c'est le Premier ministre israélien, comment il s'appelle, Naftali Bennett. Je veux dire, pour réussir un coup pareil, il fallait vraiment avoir d'excellentes relations et avec Poutine et avec l'Ukraine et avoir une crédibilité aussi. Voilà. Et donc, ça montre quand même que les Israéliens avaient réussi à établir des relations. Maintenant, évidemment, avec le changement qui se fait actuellement, le développement des BRICS, l'alliance entre la Russie et l'Iran, qui prend des proportions quand même importantes, les cartes seront probablement rebattues, mais ça va prendre pas mal de temps avant de se décanter. Voilà. Alors, c'était la base navale de Tartous. Et, voilà. Et alors, elle n'est pas officiellement classée comme étant une base navale, mais plutôt un point d'accès pour acheminer voilà, du matériel. Bref. On va bientôt clôturer avec vous. On a passé l'heure. Hein. Vous êtes bien aimable ce soir avec nous. Moi, j'avais une question concernant la réunion qu'il y a eu récemment le week-end dernier à Alger des pays producteurs de gaz, le GEFC. Et on a vu bien sûr la visite donc du président iranien en Algérie. Et on a vu aussi des pays invités comme la Tunisie, invité d'honneur. Et moi, ma question, en fait, par rapport à cette réunion, bon, ça concerne les pays exportateurs de gaz. Et il y a aussi eu des discussions pour un renouveau au niveau de l'unité maghrébine. Et on a constaté bien sûr que le Maroc ne fait pas partie de ce renouveau. Et j'ai envie de dire aussi, on a vu le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, qui a donc réédité et qui continue à se prononcer dans ce sens par rapport à la situation en Palestine et a dit donc il fallait que les pays arabes qui avaient des liens aujourd'hui avec l'entité sioniste devaient couper les ponts. Est-ce qu'on a l'espoir de voir ça dans les prochains mois à venir? Non, je ne crois pas. Non, je crois pas. Moi, je me suis toujours, enfin, en tout cas, je me souviens, même quand il y a eu le début de la guerre, enfin, du conflit ou de la guerre ou de l'agression, je ne crois pas que les pays arabes qui ont normalisé changeront leur attitude. Voilà. Pour le Maroc, ça serait terrible. C'est-à-dire, le Maroc, enfin le régime marocain plutôt, le régime chérifien ou le régime monarchique marocain, parce que c'est le roi qui a décidé, il a beaucoup investi dans cette normalisation. Il y a énormément d'échanges sur le plan économique, militaire, du renseignement, touristique, etc., pour pouvoir faire machine arrière. Voilà. Je ne crois pas du tout. Donc, voilà. Ok.
Ok, bah, l'avenir nous le dira. En tout cas, il y a une volonté, en tout cas de l'Algérie, hein, voilà, de vouloir rompre les relations avec l'antisécessionniste. On verra si ça aboutira. Oui, Voilà. oui, mais Il y a tellement d'intérêt peut-être pour ces chefs d'État qui sont à la tête de ces pays arabes qu'ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas la main pour pouvoir rompre ces relations qu'ils ont signées avec Israël. c'est très compliqué pour ces pays qui ont normalisé. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement, c'est pas seulement sur une question interne. Il y a aussi la pression de l'Amérique, de l'Occident. Il y a des tas de choses qui rentrent en jeu. Euh, Ils savent qu'ils ont, enfin à mon avis, ils savent ils auraient beaucoup à perdre en termes de, peut-être même ça peut être dangereux pour eux de lâcher Israël. Voilà. C'est-à-dire qu'on pourrait leur faire payer très cher leur entre guillemets, hein, trahison ou leur retournement, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est pas facile pour les chefs d'État, pour les responsables de ces pays. Ils sont pas, à mon avis, ils sont pas totalement libres de le faire. Voilà. Ok, ben on verra. De toute façon, hein, l'avenir nous le dira. Il y a donc, juste avant de clôturer, Monsieur Cohen, il y a Jeff qui est monté, qui veut vous poser une question rapidement. Bonsoir, on m'entend bien? Très bien. Désolé d'arriver tardivement, je vais être rapide dans ma question. En fait, moi, j'avais une question sur la situation de l'Iran. Ma question, c'est de savoir comment expliquer que finalement, l'Iran a réussi à survivre à toutes les tempêtes, c'est-à-dire que l'Iran n'a jamais été agressé comme l'Irak a pu l'être. Quand l'Irak de Saddam avait voulu investir dans le nucléaire, Israël avait bombardé le nucléaire que la France avait vendu à l'Irak. Et finalement, comment expliquer que l'Empire, enfin les Américains, les Israéliens, ne se sont jamais directement attaqués aux Iraniens? Est-ce que c'est une question de priorité? Est-ce que c'est une question d'influence? Non, 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 ça fait 20 ans qu'ils en rêvent. Et à mon avis, ils savent le risque qu'ils courent. Voilà. C'est-à-dire, imaginez que si l'Iran, par exemple, peut très bien détruire au moins la moitié des installations pétrolières du Moyen-Orient, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, c'est à côté. Ils peuvent miner le détroit, la mer Rouge, donc le canal de Suez serait inopérant, et ça sera un bordel monumental. Donc en fait, c'est ça c'est pour ça qu'ils n'ont jamais osé attaquer l'Iran. Parce que l'Iran peut, en représailles, déjà détruire 30 ou 40% du potentiel pétrolier et gazier du Moyen-Orient, ou peut-être même 80%. C'est à sa portée. C'est à quelques dizaines de kilomètres. Voilà. Et puis fermer la mer Rouge. Lancer des milliers de mines sur la mer Rouge. Aucun bateau ne peut plus passer. Est-ce que vous croyez que l'Occident aurait pris ce risque? Sans compter que l'armée iranienne, attention, ce ne sont pas voilà, ce ne sont pas des gentils. Hein. Donc, je pense que l'Amérique et Israël ont rêvé, on rêve toujours d'aller bombarder l'Iran, mais ils savent très bien le prix à payer, et donc ils n'ont jamais. C'est pas l'envie qui leur manque, hein, mais voilà, ils ont affaire à un gros morceau, et donc ils ont reculé, c'est tout. Alors, Monsieur Cohen, on nous dit que vous êtes un peu timoré quand il s'agit du Maroc ou des pays arabes. C'est-à-dire timoré. Ben, ça veut dire que vous auriez peut-être la trouille. Moi? Oui. De quoi? Le Maroc ou les pays arabes? Voilà. Ben, j'ai pas l'impression. Enfin, il y a personne qui fait pression sur moi. Je ne subis aucune pression et d'ailleurs, je m'en fiche des pressions. Et d'ailleurs, je l'ai dit ici, sur cette antenne, qu'au Maroc, on ne m'apprécie pas du tout, on me dénigre, on ne m'invite jamais, pratiquement jamais, parce que je dis les choses que beaucoup de Marocains n'oseraient pas dire. Et donc, non, non, voilà. Ok. Non, non, mais je sais très bien, je vous ai mis ce commentaire parce que je sais que c'est Oui, oui, faux. non, Vous êtes non, mais j'aimerais que la personne qui a affiché ce commentaire
viennent la semaine prochaine avec des éléments concrets. Voilà, donc le message est passé, vous l'avez entendu, monsieur Kaba ou madame. Parce que balancer des trucs comme ça, c'est très facile. Voilà, et pourquoi ne pas m'accuser d'être je sais pas quoi, voilà. Donc, ça c'est facile, hein. Facile de balancer des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des éléments? Voilà, des éléments concrets, oui. Exactement. Voilà, merci monsieur Cohen. Alors, il y avait MT qui voulait vous reposer une question. Malheureusement, il a un problème de micro. Bon, la semaine prochaine alors. Ah bah attendez, il est là. Non. Une dernière... non, ça va. Bon. Une dernière question très rapide. Merci beaucoup, Altitude. C'est une question un peu plus personnelle sur votre avis, monsieur Cohen, sur votre pessimisme ou votre optimisme, notamment sur la communauté, on va dire, arabo-musulmane, sur le manque d'organisation par rapport justement à cette organisation qu'on a à faire en face des sionistes et des sayani. Je vais vous répondre par une ou deux phrases. Parce que là, on peut développer, mais je veux vous répondre par une phrase ou deux. Le monde arabo-musulman, malheureusement, depuis plusieurs siècles, d'accord, est entré dans une phase de régression, de faiblesse par rapport à l'Occident, et il ne s'en est jamais relevé. Voilà. Malheureusement. C'est-à-dire, même après les indépendances, le monde arabo-musulman, il est faible, il est désorganisé, il est soumis aux pressions, il n'arrive pas à entreprendre, il n'arrive pas à s'imposer. Voilà. Alors, de toute manière, monsieur Cohen, j'ai envie de dire, vous avez déjà répondu à cette question dans des précédentes vidéos. Donc, je vous invite, les amis, à vous abonner à la chaîne de monsieur Cohen ou à Altitude et vous pouvez revoir toutes les chroniques qui ont lieu chaque semaine. Voilà, je vous remercie, monsieur Cohen, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bien. À la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Bien. Au revoir. Voilà, les amis, avant de clôturer, je veux dire quelques mots vite fait. Je précise, on était à peu près 10 000 ce soir en live, donc ceux qui entendent ce message se reconnaîtront. Bien sûr, c'est une petite boutade. Voilà, donc pour participer et aider notre sœur Nabila Kilani, vous avez un lien en description de la vidéo, notre sœur qui est en Palestine, qui m'a donné des nouvelles récemment sur WhatsApp. Elle se porte bien, mais voilà, c'est pas la vie qu'elle aurait souhaité mener aujourd'hui, mais c'est son destin. Donc, il y a un petit lien. On participe pour lui donner un coup de pouce financièrement pour aider au travail qu'elle effectue sur le terrain, aider ses frères et sœurs palestiniens. Voilà, c'est très compliqué aujourd'hui, on le sait, on connaît la situation. Autre chose, Farid d'MS Deba qui fait cette marche contre la pédocriminalité, il en est à son 36e jour de marche. Il arrive à Paris le 17 mars et le 23 mars, il y a une manifestation en place de la Bastille. N'hésitez pas pour celles et ceux qui veulent participer ou le soutenir dans cette démarche pour la cause pour nos enfants. N'hésitez pas, il fait des lives tous les jours sur TikTok. Moi, je retransmets aussi sur mes plateformes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à Altitude pour suivre la marche. Et voilà, je vous donne rendez-vous prochainement, demain pour la transmission de la marche de Farid. Et sinon, la semaine prochaine avec d'autres intervenants. Excellente soirée à vous. Si on ne s'est pas vu avant, je vous souhaite un excellent mois de Ramadan et que du bon pour vous. Voilà. Excellente soirée à vous. Salam alaikum. Eh ma chérie, écoute ça. Franchement, je pense que là, il y a un potentiel à tube. C'est vrai qu'elle est bien l'instru. Faudrait juste que t'écrives un truc un peu plus consensuel. Et que pour une fois, tu fasses pas trop long. Bonne idée ma chérie. Je vais essayer. Si le César de Polanski te choque, t'es antisémite. Et si tu sais ce que fait BlackRock, t'es antisémite. Tu critiques le pouvoir des banques, t'es antisémite. Tu penses que les médias nous mentent, t'es antisémite. Si t'es pas fan de BHL, antisémite. Tu boycottes Israël, antisémite. Si toi aussi tu comprends rien à ce que raconte Meyer Habib, si t'aimerais bien qu'on déploie des casques bleus en Palestine. Ici et antisémite. 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 Antisémite, carrément antisémite. Antisémite. Si t'es patriote en Europe, t'es antisémite. Si t'en as marre de
de leur guerre propre, t'es antisémite. Tu veux la justice pour Gaza, t'es antisémite. T'as des questions sur la Shoah, t'es antisémite. Tu sais qui gérait l'esclavage, t'es antisémite. Si quand tu vois Patrick Cohen, tu dis les chambres à gaz quand même dommage. Il n'est pas seulement antisémite, il est négationniste. Quenelle dans le fion du système, t'es antisémite. Et si t'espères qu'un jour on libérera Jérusalem, antisémite. T'es gilet jaune, t'es antisémite. L'impunité de Jack Lang, le pédo t'étonne, t'es antisémite. 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 Jamais antisémite. Antisémite. Tu lis Gershom Scholem, t'es antisémite. T'aimes pas Woody Allen, t'es antisémite. Tu doutes d'Elie Wiesel, t'es antisémite. Tu parles de l'affaire Bruel, t'es antisémite. Si tu connais l'identité du dénommé Jean-Luc Brunel, Dieudo te fait marrer, t'es antisémite. Tu kiffes pas le marais, t'es antisémite. Tu vas à la mosquée, t'es antisémite. T'es catholique, t'es forcément antisémite. Tu lis Céline, t'es un antisémite. Si tu supportes plus Elisabeth Lévy et sa voix d'alcoolique, antisémite. Je vous ai juste demandé, quand on dit il n'y a pas assez de, mettons, noirs, arabes, asiatiques à la télévision, il faut me dire il y a trop de quoi. Eh, moi je te le dirais bien de quoi il y a trop, mais c'est illégal alors je vais m'abstenir. Antisémite. Une allusion à Israël en mentionnant le 11 septembre. Si t'as le culot de penser que la France devrait pas être avant, tu dis qu'un juif est juif, t'es antisémite. T'es surpris de voir le président prosterné au dîner du CRIF. Tu traînes un sioniste, t'es antisémite. Si toi aussi tu trouves le Talmud légèrement raciste, Ouvertement antisémite. Violemment antisémite. 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 si tu parles de Rita Katz, t'es antisémite. Et si tu aimes les ananas, t'es antisémite. Si tu prononces Jeffrey Epstein, t'es antisémite. Tu te souviens de Lloyd Blankfein, t'es antisémite. Si tu dis que les Palestiniens sont aussi des humains, si tu penses que l'abbé Pierre était vraiment quelqu'un de bien, antisémite. 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 T'as de l'admiration pour le courage de Garaudy. 40 ans d'Atali, tu penses que ça suffit. Tu te demandes si le phosphore blanc c'est pas une arme chimique. T'aimerais parler du zyklon mais de façon scientifique. Si toi aussi la dose te saisit en une milliseconde à l'invention de l'armée qu'ils disent la plus morale du monde, tu parles des Rothschild, t'es antisémite. T'as pas trop le choix, c'est pas toi qui décide. Car si tu dis la vérité, ils crient déjà au génocide. Sans doute te défendre si un juif t'attaquait et devenir leur esclave fait pas partie de tes projets, bah t'es un antisémite. Bienvenue au club. Et t'as vu ma chérie? Mission accomplie. C'est pas trop long. T'es con. Quoi? 3h40.